Une femme tirait seule un lourd tronc de pin sur une pente lorsque Jacob Morgan, à cheval sur la crête, l'aperçut. Le vent froid de fin octobre traversait son manteau. Le tronc était si lourd qu'il aurait normalement fallu 2 personnes pour le déplacer. La corde sur son épaule, les bottes plantées dans la terre rocailleuse, sa robe usée et salie jusqu'aux genoux témoignaient de l'effort. Là où beaucoup auraient abandonné, elle persévérait. Jacob descendit vers la petite construction inachevée. Les murs n'atteignaient pas encore sa poitrine, il n'y avait pas de toit, seulement des outils éparpillés, du bois coupé et une tente affaissée près d'un feu maigre. En entendant son arrivée, la femme se redressa, essoufflée, mais ne chercha ni à fuir ni à appeler à l'aide. Il la salua et observa la bâtisse. Sans renfort, le toit ne tiendrait pas, surtout avec la tempête prévue dans 2 semaines. Elle répondit qu'elle se débrouillerait. En la regardant mieux, il remarqua une cicatrice, fine et pâle, allant de sa tempe à sa mâchoire. Elle lui souffla, sur la défensive, qu'elle n'était pas jolie. Jacob répondit que ce n'était pas ce qui importait. Ici, c'était l'honnêteté et la force qui comptaient. Intriguée mais méfiante, elle demanda pourquoi il voulait l'aider. Il répondit qu'il était lassé des apparences et des beaux discours. Elle indiqua qu'elle pouvait contribuer en cuisinant et en raccommodant. Ils échangèrent leurs noms, elle s'appelait Clara Brennan, lui, Jacob Morgan, éleveur à quelques kilomètres au sud. Ils convinrent de commencer le lendemain à l'aube. Lorsqu'il s'éloigna, elle s'assit sur une souche, tremblante. La première neige approchait, et c'était la première étincelle d'espoir depuis des mois. Le lendemain, Jacob examina ses outils pendant qu'elle préparait du café. Tout montrait qu'elle savait organiser et anticiper. En discutant, elle expliqua qu'après le décès de son mari, un commerçant du village avait voulu la prendre sous son toit, prétendant qu'une femme seule avait besoin d'un homme. Comme elle refusa, des rumeurs naquirent, l'accusant d'être malchanceuse, d'avoir causé l'incendie qui avait emporté son foyer. En réalité, la lampe s'était brisée lors d'une dispute. Elle avait tenté de sauver son mari malgré les blessures causées, mais il n'était pas sorti. Le village avait préféré l'honorer lui et la condamner elle par les murmures. Elle avait donc acheté ce terrain avec ses dernières économies, décidée à vivre selon ses propres règles. Jacob, touché, lui confia qu'il avait lui aussi perdu sa femme, Sarah, 2 ans plus tôt, lors de l'accouchement de leur enfant, et qu'avant même la tragédie, il s'était éloigné. Elle rêvait de vie mondaine, lui de calme au ranch. Depuis, des veuves du coin tentaient d'attirer son attention, mais sans réelle envie de partager sa vie. Ils se serrèrent la main sur un accord simple, s'entraider pour l'hiver, sans complications. En travaillant côte à côte sous les premiers flocons, une routine s'installa. Un jour, Clara avoua que son mari avait sombré dans l'alcool après la perte de leur premier bébé et était devenu dur. Elle avait tout tenté pour le sauver la nuit de l'incendie, mais le village avait préféré la blâmer, elle plutôt que reconnaître la vérité. Jacob, lui, admit avoir ressenti un soulagement fugace à la disparition de sa femme, sentiment qui le hantait depuis. Clara suggéra calmement que certaines pertes apprenaient aux gens ce qui comptait vraiment. Peut-être. Jacob reprit son marteau, songeant que les paroles sincères valent souvent plus que les sermons. La neige se mit soudain à tomber plus fort, le vent se levant et des flocons épais tourbillonnant. Jacob leva les yeux vers le ciel et proposa d'arrêter d'avancer, car la tempête s'annonçait dangereuse. Il fixa la toile qui couvrait le toit encore inachevé et annonça qu'il resterait pour la nuit. Clara, le visage fermé, lui rappela qu'il n'y avait qu'une seule couverture, mais ils trouvèrent malgré tout comment partager la chaleur près du feu, dans la petite cabane encore à demi construite. Elle sortit un livre légèrement abîmé, et voyant que Jacob lisait peu, lui proposa de lui apprendre. Il accepta, et elle se mit à lire à voix basse, donnant vie à l'histoire. Jacob écoutait avec une attention rare, et, avant l'aube, Clara s'était endormie contre son épaule. Au matin, leurs regards se croisèrent, silencieux, jusqu'à ce que Jacob aperçoive des traces de chevaux fraîches autour de la cabane. Quelqu'un avait rôdé pendant la nuit. Les jours passèrent et la cabane fut bientôt presque terminée. Ils s'étaient trouvé un rythme, partageant les tâches, apprenant l'un de l'autre, échangeant des lectures contre de l'aide dans la gestion des comptes du bétail. Un message venu du village rappela cependant que les rumeurs circulaient, mais Clara refusa que Jacob y réponde. Le soir, ils rirent ensemble, un rire surprenant dans ce lieu longtemps silencieux, sans savoir qu'un homme du village les observait de loin. En décembre, une violente tempête les força à rester 3 jours à l'intérieur. Le vent était si fort qu'ils devaient élever la voix pour s'entendre, mais la cabane résista grâce à leur travail commun.
Ils partagèrent lecture et savoir-faire, créant peu à peu un climat de confiance. Une nuit, Clara se réveilla en criant, hantée par un traumatisme passé, et Jacob resta à distance respectueuse, la rassurant sans jamais la brusquer. Ils se confièrent mutuellement, réalisant qu'ils portaient tous deux de lourdes blessures intérieures. Ils finirent par s'endormir côte à côte et, au matin, comprirent qu'un lien fragile venait de naître entre eux. Quand la tempête prit fin, Jacob découvrit à nouveau des traces de chevaux autour de la cabane, on les avait surveillés. Fatiguée des murmures, Clara décida d'accompagner Jacob en ville. Là, sous les regards insistants et les paroles accusatrices d'un homme d'influence, Jacob céda à la pression et par maladresse, réduisit leur relation à un simple accord de travail. Blessée, Clara rentra en silence et, arrivée chez elle, lui demanda de ne plus revenir une fois la cabane achevée. Jacob resta immobile dehors sous la neige, comprenant trop tard qu'il avait choisi l'apparence aux yeux des autres plutôt que la vérité de ce qu'ils avaient construit. Pendant la semaine de Noël, Jacob, rongé par le regret, passa ses journées seul dans sa maison de ranch, observant à travers les vitres givrées la colline où reposait sa femme. La demeure, solide et chaleureuse, lui paraissait aussi vide qu'un lieu abandonné. Il avait encore cédé à son orgueil, préférant l'image au sentiment véritable, alors que Clara lui avait offert quelque chose d'authentique et profond. À quelques kilomètres de là, Clara travaillait tard, terminant des réparations sous la lumière d'une lampe, le cœur engourdi par la déception. Le matin de Noël, elle trouva sur le pas de sa porte un bouquet de fleurs sauvages figées dans la glace, sans mot d'accompagnement, et en fut profondément émue. Plus tard, Samuel Reed, l'homme qui avait formé Jacob au métier, lui dit durement que Clara avait accompli plus avec ses mains fatiguées que beaucoup d'hommes en pleine force et qu'elle méritait une relation sincère. Secoué, Jacob se rendit à l'église et admit devant toute la communauté sa lâcheté et l'injustice faite à Clara. Le lendemain, il rejoignit Clara sur le toit de sa cabane pour l'aider, sans invitation, et, une fois le travail terminé, lui confia ses excuses et son désir de construire quelque chose de vrai avec elle. Clara, indépendante, accepta l'idée d'un partenariat équilibré, et leur premier baiser scella un nouveau départ. Lorsque plusieurs familles du village arrivèrent avec du matériel et de la nourriture pour les aider à bâtir la grange, Clara sentit renaître en elle un sentiment d'appartenance. Au printemps, dans la cabane achevée, Jacob venait encore chaque soir avec respect, laissant à Clara le temps nécessaire. Ils aménagèrent le jardin ensemble, plantant légumes et fleurs pour égayer leur futur. Même Pritchard, qui les avait mal jugés, vint présenter des excuses, que Clara accepta sans pour autant entretenir de lien avec lui. Un soir, alors que le soleil colorait les montagnes, Jacob lui proposa de l'épouser quand elle se sentirait prête, et elle répondit qu'elle voudrait dire oui lorsque les fleurs sauvages seraient en pleine floraison. Assis sur le banc du porche, ils contemplèrent la nuit naissante, entourés de la cabane qu'ils avaient construite, de la grange et d'un jardin prometteur. Jacob lui dit qu'il la trouvait belle. Elle lui répondit qu'elle portait des marques, et il affirma que ces marques représentaient sa force. Dans la prairie, les premières fleurs annonçaient le printemps, rappelant que les choses simples et sincères résistent au temps. Ainsi, leur avenir se construisait lentement, solide et vrai, comme l'amour qu'ils avaient choisi de bâtir ensemble, un moment paisible après l'autre. Les semaines suivantes apportèrent au village un air de renouveau. La neige fondait lentement, laissant apparaître la terre sombre prête à être travaillée. Clara et Jacob, sans jamais brusquer le cours des choses, trouvaient un équilibre fait de silence paisible et de gestes simples. Les habitants passaient parfois donner un coup de main pour la grange, puis restaient prendre un café sur le porche, étonnés eux-mêmes de la chaleur nouvelle qui émanait de cet endroit autrefois jugé maudit. Un matin de mars, alors que Clara ramassait du bois sec près de la lisière du bois, elle aperçut de la fumée s'élever de la vallée. Une maison avait pris feu. Sans réfléchir, elle courut prévenir Jacob. Ensemble, ils sellèrent rapidement son cheval, et Clara monta derrière lui. Le galop résonnait dans la plaine encore détrempée par la fonte des neiges. Arrivés sur place, ils découvrirent que c'était la demeure des Turner, une famille nombreuse et modeste. Les flammes, heureusement, étaient déjà contenues, mais les dégâts étaient importants. Sans un mot, Clara retroussa ses manches et commença à aider à déplacer les meubles encore récupérables. Jacob fit de même. Le souvenir de sa propre tragédie brûlante lui traversa l'esprit, mais cette fois, il n'était plus seul face au feu ni face à la douleur. La solidarité s'organisa. Et ce fut Clara qui eut l'idée de proposer que la communauté reconstruise la maison des Turner ensemble, comme on l'avait fait pour sa grange. Certains hésitèrent, gênés. Longtemps, ils l'avaient jugée, éloignée, condamnée.
Elle aurait pu se contenter d'accepter leur aide sans rien offrir en retour, mais ce n'était pas son tempérament. On ne bâtit rien de solide en laissant les autres s'effondrer, dit-elle simplement. Ces mots trouvèrent un écho. En 3 jours, les énergies se réunirent et la maison des Turner retrouva une structure. On parla de l'esprit Brennan Morgan pour désigner cette façon de reconstruire ensemble. Le nom fit rougir Clara, mais il resta. Ce soir-là, autour d'un repas improvisé sous un ciel clair, une vieille femme du village, Madame Whittaker, s'approcha de Clara. Elle avait longtemps entretenu les rumeurs contre elle, mais ses yeux, désormais, exprimaient la fatigue de ceux qui comprennent trop tard. « J'ai jugé sans savoir », murmura-t-elle. « Je suis désolée. Tu as montré plus de courage que nous tous réunis. » Clara resta silencieuse un instant, puis hocha la tête. « Ce qui est passé est passé. Ce qui compte, c'est ce que nous décidons d'être après. » Le pardon n'effaça pas les blessures, mais il ouvrit un chemin nouveau. Au printemps, les fleurs sauvages éclorent enfin sur les collines. Le matin où Jacob vint frapper à la porte, il tenait dans sa main un bouquet semblable à celui laissé à Noël, mais cette fois, les fleurs étaient vibrantes de vie. Clara sortit, le regard se posant sur les pétales colorés. « Je crois qu'elle te donne ta réponse », dit-elle avec un sourire timide. Jacob, touché, prit une longue inspiration. « Alors, veux-tu m'épouser, Clara Brennan ?» Elle n'attendit pas. « Oui, mais à notre façon. Sans promesse de perfection. Juste celle de dire la vérité, même quand elle blesse. »« Je ne voudrais pas d'autres promesses, » répondit Jacob. La cérémonie eut lieu au cœur de la prairie, là où ils s'étaient rencontrés pour la première fois. Il n'y eut ni faste ni grande festivité, mais un cercle de voisins, un accordéon, des rires sincères et des larmes discrètes. Samuel Reed conduisit la jument de Jacob décorée de rubans, tandis que des enfants lançaient des pétales. Ce soir-là, assis côte à côte sur le banc du porche, comme au premier jour, ils observèrent les lucioles danser autour du jardin que leurs mains avaient planté. Clara posa sa tête sur l'épaule de Jacob. « Tu crois que le bonheur peut durer ?» demanda-t-elle doucement. « Pas tout seul, » répondit-il. « Mais s'il est construit à 2, avec patience, alors oui, je pense. » Le vent du printemps souleva les fleurs sauvages autour d'eux, comme si la prairie elle-même célébrait ce nouveau chapitre. Et dans cette simplicité éclairée de sincérité, ils surent qu'ils étaient enfin chez eux l'un auprès de l'autre. L'été s'installa doucement sur les terres vallonnées. Clara et Jacob prirent l'habitude de se lever à l'aube pour s'occuper du potager, puis du bétail. La vie suivait un rythme simple, mais jamais monotone. Il y avait toujours un nouvel outil à réparer, des graines à planter, une clôture à renforcer. Leur complicité se nourrissait de ces petits gestes quotidiens, de ces regards échangés sans mots. Un matin, alors que Clara cueillait des herbes aromatiques derrière la cabane, un cavalier s'approcha du ranch. Jacob, qui était en train de vérifier une roue de charrette, leva la tête. Il fait à Clara. Le lendemain, il rejoignit Clara sur le toit de sa cabane pour l'aider, sans invitation, et, une fois le travail terminé, lui confia ses excuses et son désir de construire quelque chose de vrai avec elle. Clara, indépendante, accepta l'idée d'un partenariat équilibré, et leur premier baiser scella un nouveau départ. Lorsque plusieurs familles du village arrivèrent avec du matériel et de la nourriture pour les aider à bâtir la grange, Clara sentit renaître en elle un sentiment d'appartenance. Au printemps, dans la cabane achevée, Jacob venait encore chaque soir avec respect, laissant à Clara le temps nécessaire. Ils aménagèrent le jardin ensemble, plantant légumes et fleurs pour égayer leur futur. Même Pritchard, qui les avait mal jugés, vint présenter des excuses, que Clara accepta sans pour autant entretenir de lien avec lui. Un soir, alors que le soleil colorait les montagnes, Jacob lui proposa de l'épouser quand elle se sentirait prête, et elle répondit qu'elle voudrait dire oui lorsque les fleurs sauvages seraient en pleine floraison. Assis sur le banc du porche, ils contemplèrent la nuit naissante, entourés de la cabane qu'ils avaient construite, de la grange et d'un jardin prometteur. Jacob lui dit qu'il la trouvait belle. Elle lui répondit qu'elle portait des marques, et il affirma que ces marques représentaient sa force. Dans la prairie, les premières fleurs annonçaient le printemps, rappelant que les choses simples et sincères résistent au temps. Ainsi, leur avenir se construisait lentement, solide et vrai, comme l'amour qu'ils avaient choisi de bâtir ensemble, un moment paisible après l'autre. Les semaines suivantes apportèrent au village un air de renouveau. La neige fondait lentement, laissant apparaître la terre sombre prête à être travaillée. Clara et Jacob, sans jamais brusquer le cours des choses,
trouvait un équilibre fait de silence paisible et de gestes simples. Les habitants passaient parfois donner un coup de main pour la grange, puis restaient prendre un café sur le porche, étonnés eux-mêmes de la chaleur nouvelle qui émanait de cet endroit autrefois jugé maudit. Un matin de mars, alors que Clara ramassait du bois sec près de la lisière du bois, elle aperçut de la fumée s'élever de la vallée. Une maison avait pris feu. Sans réfléchir, elle courut prévenir Jacob. Ensemble, ils sellèrent rapidement son cheval, et Clara monta derrière lui. Le galop résonnait dans la plaine encore détrempée par la fonte des neiges. Arrivés sur place, ils découvrirent que c'était la demeure des Turner, une famille nombreuse et modeste. Les flammes, heureusement, étaient déjà contenues, mais les dégâts étaient importants. Sans un mot, Clara retroussa ses manches et commença à aider à déplacer les meubles encore récupérables. Jacob fit de même. Le souvenir de sa propre tragédie brûlante lui traversa l'esprit, mais cette fois, il n'était plus seul face au feu ni face à la douleur. La solidarité s'organisa. Et ce fut Clara qui eut l'idée de proposer que la communauté reconstruise la maison des Turner ensemble, comme on l'avait fait pour sa grange. Certains hésitèrent, gênés. Longtemps, ils l'avaient jugée, éloignée, condamnée. Elle aurait pu se contenter d'accepter leur aide sans rien offrir en retour, mais ce n'était pas son tempérament. On ne bâtit rien de solide en laissant les autres s'effondrer, dit-elle simplement. Ces mots trouvèrent un écho. En 3 jours, les énergies se réunirent et la maison des Turner retrouva une structure. On parla de l'esprit Brennan Morgan pour désigner cette façon de reconstruire ensemble. Le nom fit rougir Clara, mais il resta. Ce soir-là, autour d'un repas improvisé sous un ciel clair, une vieille femme du village, Madame Whittaker, s'approcha de Clara. Elle avait longtemps entretenu les rumeurs contre elle, mais ses yeux, désormais, exprimaient la fatigue de ceux qui comprennent trop tard. « J'ai jugé sans savoir », murmura-t-elle. « Je suis désolée. Tu as montré plus de courage que nous tous réunis. » Clara resta silencieuse un instant, puis hocha la tête. « Ce qui est passé est passé. Ce qui compte, c'est ce que nous décidons d'être après. » Le pardon n'effaça pas les blessures, mais il ouvrit un chemin nouveau. Au printemps, les fleurs sauvages éclorent enfin sur les collines. Le matin où Jacob vint frapper à la porte, il tenait dans sa main un bouquet semblable à celui laissé à Noël, mais cette fois, les fleurs étaient vibrantes de vie. Clara sortit, le regard se posant sur les pétales colorés. « Je crois qu'elle te donne ta réponse », dit-elle avec un sourire timide. Jacob, touché, prit une longue inspiration. « Alors, veux-tu m'épouser, Clara Brennan ?» Elle n'attendit pas. « Oui, mais à notre façon, sans promesse de perfection. Juste celle de dire la vérité, même quand elle blesse. »« Je ne voudrais pas d'autres promesses, » répondit Jacob. La cérémonie eut lieu au cœur de la prairie, là où ils s'étaient rencontrés pour la première fois. Il n'y eut ni faste ni grande festivité, mais un cercle de voisins, un accordéon, des rires sincères et des larmes discrètes. Samuel Reed conduisit la jument de Jacob décorée de rubans, tandis que des enfants lançaient des pétales. Ce soir-là, assis côte à côte sur le banc du porche, comme au premier jour, ils observèrent les lucioles danser autour du jardin que leurs mains avaient planté. Clara posa sa tête sur l'épaule de Jacob. « Tu crois que le bonheur peut durer ?» demanda-t-elle doucement. « Pas tout seul, » répondit-il. « Mais s'il est construit à 2, avec patience, alors oui, je pense. » Le vent du printemps souleva les fleurs sauvages autour d'eux, comme si la prairie elle-même célébrait ce nouveau chapitre. Et dans cette simplicité éclairée de sincérité, ils surent qu'ils étaient enfin chez eux l'un auprès de l'autre. L'été s'installa doucement sur les terres vallonnées. Clara et Jacob prirent l'habitude de se lever à l'aube pour s'occuper du potager, puis du bétail. La vie suivait un rythme simple, mais jamais monotone. Il y avait toujours un nouvel outil à réparer, des graines à planter, une clôture à renforcer. Leur complicité se nourrissait de ces petits gestes quotidiens, de ces regards échangés sans mots. Un matin, alors que Clara cueillait des herbes aromatiques derrière la cabane, un cavalier s'approcha du ranch. Jacob, qui était en train de vérifier une roue de charrette, leva la tête. Elle secoua doucement la tête. « Si je recule aujourd'hui, je reculerai toute ma vie. Je veux pouvoir vivre ici, sans que ce passé soit une ombre entre moi et ces murs. » Ils restèrent un moment côte à côte, sans parler. Le vent faisait bouger les herbes, comme un chuchotement de soutien invisible. « Clara, » murmura Jacob, après un long silence. « Quoi qu'il se passe là-bas, je serai fier de toi.
Elle se tourna vers lui, son regard brillant mais ferme. Alors marchons jusqu'au bout. L'aube du départ arriva. Samuel attelait la charrette, tandis que Clara fixait la porte de la cabane, comme si elle la quittait pour la première fois. Jacob posa une main rassurante dans son dos, et elle monta. La route vers le comté serait longue. Alors que la charrette s'éloignait, un bruit de sabots se fit entendre derrière eux. Un cavalier galopait sur le chemin, soulevant un nuage de poussière. Samuel ralentit, méfiant. Jacob reconnut l'homme avant qu'il ne soit tout près et son expression se durcit. C'était Grant Miller, l'un des villageois les plus influents, et l'un des premiers à avoir colporté les rumeurs contre Clara, des années plus tôt. Il arrêta son cheval à quelques mètres de la charrette. Son regard passa de Jacob à Clara, puis il inspira comme un homme sur le point d'avouer une vérité trop longtemps retenue. « Clara », dit-il en ôtant son chapeau d'une main tremblante. Il marqua une pause. « C'était moi. J'étais là, cette nuit-là. » Le monde sembla retenir son souffle. Clara sentit son cœur se serrer, non de peur, mais de certitude. La vérité commençait enfin à sortir de l'ombre. Grant Miller demeura planté devant eux, le chapeau serré entre ses mains. On aurait dit qu'il portait un fardeau trop lourd, un poids qui pesait sur ses épaules depuis des années. Samuel, sur la défensive, resta figé près des rênes. Jacob, lui, s'approcha légèrement, prêt à intervenir si nécessaire. Clara, elle, ne bougea pas. Son visage demeurait calme, mais son regard n'avait rien perdu de sa force. « Vous étiez là ?» répéta-t-elle, sans colère, mais avec une clarté qui ne laissait aucune place au mensonge. Grant avala péniblement sa salive. « J'étais sur le chemin du retour de la ferme des Turner ce soir-là. J'avais bu un peu, je ne vais pas le nier, mais pas assez pour confondre ce que j'ai vu. Il faisait nuit, mais j'ai aperçu les flammes monter derrière votre fenêtre. Je me suis approché, et j'ai entendu votre mari hurler sur vous, avant même que le feu ne prenne toute la maison. » Les doigts de Clara se crispèrent sur son châle. Les mots, même attendus, frappaient comme un vent froid du passé. Grant continua, la voix plus basse. « Vous avez essayé de le faire sortir. Je vous ai vu, vous étiez en larmes, vous tiriez son bras, mais il se débattait, il vous repoussait. Il tenait cette bouteille. Il criait que si la vie devait brûler, vous brûleriez avec lui. » Jacob sentit un frisson lui glisser le long de l'échine. Grant inspira, les yeux embués. « J'aurais dû intervenir. J'aurais dû entrer, vous aider à le sortir, ou au moins hurler pour alerter les voisins. Mais j'ai eu peur. Peur de lui. Peur du feu. Peur des rumeurs qui couraient déjà sur votre couple. Alors j'ai fait ce que les lâches font. Je suis resté dans l'ombre et j'ai regardé. Puis je suis parti. » Il releva brièvement les yeux vers Clara. « Le lendemain, quand le village a commencé à vous accuser, je n'ai rien dit. Et j'ai laissé la version que tout le monde voulait entendre devenir la vérité. Le silence qui suivit était lourd. Pas un oiseau ne chanta. Pas un souffle de vent ne vint troubler l'instant. Clara inspira profondément, et sa voix ne trembla pas lorsqu'elle répondit. « Ce soir-là, j'ai perdu un mari, mais le lendemain, j'ai perdu ma dignité aux yeux des autres. Vous auriez pu m'épargner au moins cela. » Grant baissa la tête, honteux. « Je sais. Et je ne mérite pas votre pardon. Mais je serai là au tribunal. Je témoignerai. Je dirai ce que j'ai vu. Je ne me tairai plus même si ça doit me coûter l'estime de tout le village. » Jacob s'avança d'un pas, le regard fixe. « Ce qui coûte le plus cher n'est pas la vérité, Grant. C'est le temps qu'on a perdu à la cacher. » L'homme acquiesça lentement. Puis il remonta à cheval. « Je vous verrai au tribunal. Et, quelle que soit la décision, je veux que vous sachiez ceci, Clara, vous n'avez jamais été la coupable. C'est nous tous, ceux qui avions des yeux mais pas de courage, qui avons fait de vous une paria. » Il fit demi-tour et repartit au trot, laissant derrière lui une poussière qui mit longtemps à retomber. Clara resta immobile, ses émotions en tumulte. Jacob posa sa main sur la sienne, sans parler. Samuel reprit doucement les rênes. « Il est temps, » dit-il simplement. Cette fois, Clara ne regarda pas la cabane avec appréhension. Elle la regarda comme on regarde un foyer qu'on veut protéger avec dignité. La charrette reprit la route. Le vent d'automne souffla sur la prairie, emportant avec lui un morceau du passé de Clara non pour l'effacer, mais pour le transformer.
La tension monta d'un cran lorsque le responsable de la compagnie aérienne fit son entrée dans la salle. Son badge indiquait « Martin Palmer, directeur des opérations passagers ». Son regard circula lentement sur la scène, puis s'arrêta sur Octavia. À ce moment précis, un frisson parcourut la pièce. « Madame Reynolds », dit-il avec une voix mesurée, « je suis profondément désolé pour ce qui vient de se produire. Vous n'auriez jamais dû vivre une telle expérience, encore moins dans cet aéroport. » L'agent Bradley Foster, qui semblait jusqu'ici sûr de lui, perdit soudain toutes ses couleurs. Il réalisa que son geste dépassait de loin un simple contrôle. Octavia resta calme, digne, mesurant chaque mot. « Je n'attends pas de simples excuses. Ce que je veux, c'est du changement. Pas seulement pour moi, mais pour tous ceux qui n'ont pas la voix, ni le pouvoir, pour se défendre. » Martin acquiesça. « Votre plainte sera traitée au plus haut niveau. Je peux vous assurer qu'une enquête interne va débuter immédiatement. Et concernant l'agent Foster, » il marqua une pause, puis ajouta avec gravité, « des mesures seront prises dès aujourd'hui. » Le silence fut coupé par l'arrivée d'une agente TSA supérieure venue chercher Bradley. Sans un mot, elle l'invita à la suivre. Celui-ci baissa la tête et quitta la salle, laissant derrière lui un vide lourd de conséquences. Martin s'adressa de nouveau à Octavia. « Votre confort et votre sécurité nous importent. Un salon privé vous attend, et votre vol a été maintenu. Si vous le souhaitez, je peux vous y accompagner. » Octavia accepta d'un signe de tête, mais avant de partir, elle se tourna vers les passagers encore présents. Certains la regardaient avec admiration, d'autres avec honte. Elle prononça alors calmement. « N'oubliez jamais que votre valeur ne dépend pas de ce que les autres pensent de vous, mais de ce que vous savez être vrai. Aujourd'hui, ce qui s'est passé n'aurait pas dû arriver. Mais si cela peut ouvrir la voie à quelque chose de plus juste, alors je ne regrette pas d'avoir parlé. » Elle marcha vers la sortie avec grâce, accompagnée de Martin. Chaque pas qu'elle faisait résonnait comme une leçon silencieuse. Dans les coulisses de l'aéroport, les premières discussions sur une réforme des procédures de contrôle venaient de commencer et Octavia en était l'étincelle.